Je constate que depuis hier, qu'il y a une communication qui est faite autour de Guy Mitopwe. C'est ça qui, en fait, c'est un peu me désole. Parce que oui, j'ai vu les premières images de cette rencontre qui ont fuité, c'est les images du chef de l'État avec Guy Mitopwe. C'est à croire que Guy Mitopwe, à proprement parler, était... je sais pas, hein, c'était un gain. Le voir à cette réunion, c'était un gain. Parce que oui, c'est vrai, il avait une position parfois assez tranchée par rapport au pouvoir en place. Mais il n'était pas le seul. C'est vrai qu'il représentait, il était le chef en griffe de la délégation. Et donc oui, de toute façon, que ce soit Guy Mitopwe, que ce soit Nadine ou Nadia, entre les deux, j'ai fait toujours la confusion. Les deux jumelles, dont l'autre est BR, l'autre est démocrate. Donc, et on a vu aussi Tchabi Ayi et d'autres, hein, on a vu la jeune demoiselle Yanki aussi, qui était également de la partie. C'est une bonne initiative du chef de l'État que de discuter avec ces jeunes-là et puis donner sa position sur un certain nombre d'informations sur l'actualité nationale. C'est aussi une manière pour lui de pouvoir s'expliquer, justifier un tel attaque. D'ailleurs, quand on suit un peu les propos, les quelques séquences de propos du chef de l'État relayés, on a compris que cette séance visait véritablement à apporter des clarifications sur des situations, sur des dossiers, sur des projets, sur les réformes du gouvernement. Et donc, il fallait quand même trouver les jeunes, puisque quand vous regardez dans le lot, il y a les jeunes du Parti des démocrates représentés, qui est à peine 10 sur la photo qui circule là. Mais quand même, là, dans la salle, il y a quand même beaucoup de jeunes BR et UP que je reconnais très bien, de Calavi ou de je ne sais quoi. Ils sont nombreux dans la salle avec les activistes qui communiquent pour le gouvernement. Et c'est pourquoi je disais que je ne voulais pas aller trop dans les détails. Mais toujours est-il que c'est déjà quand même bien que, oui, le chef parle avec ces jeunes-là. Parce que oui, véritablement, parmi ces jeunes, même de la mouvance, excusez, du BR ou de l'UP Renouveau, il y a quand même des mécontents, il y a des déçus certainement. Et cette occasion, à ma foi, aura contribué à convaincre certains pas mieux et à calmer certains pas mieux qui entre-temps peut-être déçus ou désespérés, peut-être étaient peut-être sur le point de claquer la porte, puisque nous sommes dans une période électorale et tous les calculs sont bons. Donc je pense véritablement, d'abord, il faut quand même apprécier cette initiative du chef de l'État et se réjouir de ce que, oui, au cours de cette rencontre, certainement, avec tout ce qui a été dit, le chef de l'État a pu retenir certaines situations, retenir l'essentiel pour moi améliorer davantage sa gouvernance et pour partir en paix et en douce en 2026 et être célébré. En même temps, je crois que certains jeunes, au cours de cette rencontre, ont eu des réponses à leurs inquiétudes, à leurs questionnements. Et vous pensez que ces échanges pourront impacter ? Oui, l'un dans l'autre, vous savez, quand on va à de telles rencontres, c'est pour ça que je crois que véritablement aussi quand on voit Guy Mitopwe sourire, quand on le voit sur la photo avec le chef d'État sourire également et que les gens interprètent à tort ou à raison, je ne sais pas, hein, ceux qui sont derrière le clavier, je ne sais pas si eux, ils avaient la chance d'aller à la présidence et même s'ils avaient des choses à reprocher au chef de l'État, si devant lui à la présidence, ils auront le courage nécessaire de dire un certain nombre de choses, d'utiliser un certain nombre de thèmes. Vous savez, un chef de l'État, au-delà de tout, reste un mythe en réalité. Et donc, tout ce que vous dites peut-être, à la limite, il faut vraiment être un courageux pour l'affronter en face et lui dire certaines choses. Et je crois qu'il faut que les gens évitent ces débats-là. Mais l'un dans l'autre, les clarifications apportées peuvent convaincre l'un ou l'autre des camps. C'est-à-dire que quand vous regardez sur la classe politique, au niveau de la classe politique, au niveau des populations, il y a des réponses que le chef de l'État a données hier qui pourraient évidemment convaincre des citoyens. Ça peut impacter, tout comme ça peut ne jamais impacter. C'est vrai qu'on a vu la posture des représentants du parti, les démocrates, qui sont partis juste après la séance d'échange et qui n'ont pas participé au déjeuner. C'est un choix. C'est vrai, parce que moi je pense que le plus important a été déjà fait, c'est-à-dire leur déplacement et leur participation à ces échanges-là. Parce qu'on dit dans notre, en tout cas chez nous, hein, quand on vous appelle, on ne refuse pas. C'est peut-être ce qui vient après l'appel qu'on peut refuser. Et donc il y a déjà cette démarche qu'il faut apprécier. Et maintenant, est-ce que véritablement les jeunes du Parti démocrate sont convaincus? Ils ont posé des problèmes auxquels il faut apporter des solutions, il faut apporter des réponses. Est-ce que dans les prochains jours, le gouvernement se penchera sur les doléances du Parti démocrate, notamment des jeunes du Parti démocrate? Est-ce que le chef de l'État va continuer à ne pas réagir comme il l'a dit, pas pour certaines choses, il a été clair, mais est-ce que avec cette relance des jeunes du Parti démocrate, ça va le motiver davantage et le pousser à prendre des initiatives? On l'a vu hein, dans son schéma habituel où il prend la parole, il fait son tour, il cherche à convaincre les gens, très à l'aise. Et donc, est-ce que véritablement ceux du Parti démocrate sont convaincus? Je sais que ceux de l'UP, le renouveau du BR, vous diront que d'office, que tout est blanc, tout est clean, qu'ils sont convaincus. Mais les autres, de leur côté, ont un certain nombre de problèmes qu'ils ont pour porter à la connaissance du chef de l'État, attendant de voir ce qui va se passer. Voilà, de nombreuses doléances ont été faites à l'endroit du chef de l'État, vous venez de le dire. Mais quelle analyse faites-vous du discours divergent entre Talon et l'opposition représentée par Guy Mitopwe?
Non, discours divergent, ça sera toujours comme ça. On parle de mouvance, on parle d'opposition. Donc, ailleurs, on parlera de la gauche et de la droite. La gauche et la droite ne sauraient avoir le même discours. Ceux qui sont au pouvoir ont leur ligne et leur vision des choses et leur manière de faire les choses. Et malheureusement, c'est que ça peut ne pas être l'avis. Ça peut ne pas être l'avis de ceux qui sont du côté de l'opposition. Donc, on ne va pas leur en vouloir pour ça. Parce que hier, ceux qui sont mouvanciers aujourd'hui, de la mouvance d'aujourd'hui, étaient des opposants et n'étaient pas tout le temps aligné derrière les volontés de l'ancien chef d'État Boni Yayi. Donc, sur ce coup, je pense que la divergence est de mise, malheureusement, en politique. Même si, à bien des égards, on peut apprécier certaines initiatives positives, il faut quand même accepter que les uns les autres aient leur position assez tranchée ou claire sur certaines situations et dire, nous ne sommes pas d'accord. Dire, je ne suis pas d'accord pour ça, ne veut pas dire qu'on est déjà en guerre. Ne veut pas déjà dire que, oui, évidemment, on raie l'autre à mort. Non, c'est je dis, ma position par rapport à telle situation, c'est ce que je pense. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut améliorer, il faut faire ci, il faut ça. Non, la divergence entre les deux camps ne saurait être un procès qu'on pourrait faire à tel ou tel autre camp. Je pense qu'il revient maintenant à ce que, dès lors que les opposants font des réclamations, des demandes, que le pouvoir en place essaie d'analyser la profondeur de ces doléances-là et voir dans quelle mesure apporter des solutions à certaines des doléances, même si, dans tous les cas, aucun pouvoir au monde ne pourrait régler tous les problèmes qui se posent aux citoyens et au peuple. Ce n'est pas évident, ce n'est pas possible. Le gouvernement fera ce qu'il peut. Ceux qui sont de l'opposition vont faire des propositions. Et si le gouvernement qui est là n'a pas pu, dès lors qu'eux, ils ont la chance d'avoir le pouvoir, ils pourront maintenant mettre en œuvre leur vision et maintenant répondre, en tout cas apporter des solutions aux inquiétudes qu'ils avaient par le passé. Alors, Matin Libre traite de cette rencontre Talon et cette rencontre entre le président Patrice Talon et la jeunesse béninoise parle d'indignation, j'allais dire, suite à la présence de Mitokwe à cette rencontre-là. Est-ce que vous êtes d'avis? Indignation par rapport à quoi? Mitokwe a une présence qui suscite indignation. Décidément, cette opposition n'apprend pas de ses erreurs. Non, je comprends la posture, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous savez, dans la plupart des cas, je pense véritablement que, oui, les gens font un procès à Guy Mitokwe. Et je crois que le procès peut bel et bien avoir ses motifs. Mais je crois que ce que les gens reprochent en fait à Guy Mitokwe, c'est quoi? C'est le fait qu'on le voit souriant avec le chef de l'État en photo. Et moi, je dis, même le plus grand ennemi adversaire, on a vu Boni Yayi chez Patrice Talon quand même, on a vu la posture. Hein. On a vu d'autres chez Patrice Talon, hein, d'autres grands de ce pays chez Patrice Talon. On a vu leur posture. Et alors, que voulons-nous reprocher à Guy Mitokwe? J'estime véritablement que c'est un faux procès. Il faut le laisser Guy Mitokwe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il ne se rendait pas à cette rencontre, on dira que oui, voilà des jeunes de l'opposition, voilà l'opposition, on appelle les jeunes pour discuter avec eux et ils refusent d'aller là-bas. C'est pour critiquer. J'ai été clair ici en disant, chez nous là, on dit quand on vous appelle, vous ne refusez pas d'abord. C'est peut-être ce qui se trouve après l'appel que vous refusez. Et la preuve, ils sont allés aux échanges, ils ont fini les échanges. Maintenant, pour des jeunes, ils ont refusé, ils sont partis. Donc, discuter, c'est déjà très important. Parce que si vous reprochez des choses au monsieur et qu'il vous appelle pour dire venez, on va discuter, la moindre des choses, c'est d'aller d'abord. Puisque d'ailleurs, on a vu des gens de l'opposition réclamer une assise nationale, des assises nationales. Donc, la moindre des choses, c'est déjà de répondre à cet appel-là. Et de lui dire en face, monsieur le président de la République, nous ne sommes pas d'accord, nous avons fait des demandes à plusieurs reprises, vous ne nous écoutez pas. Mais puisque vous nous donnez l'occasion, nous sommes là pour vous parler. Et voilà que nous parlons avec vous. Et dès lors qu'ils ont fini de parler, ils sont partis. Donc, ce n'est pas. Vous savez, nous sommes en politique. Et la communication, l'image a une valeur en politique. C'est-à-dire, j'ai dit, les premières images qui ont commencé par fuiter de cette rencontre, c'est l'image du chef d'État avec Guy Mitokwe. Les gens savent pourquoi ils font ça. Parce qu'ils savent que, en faisant ça, et d'ailleurs vous allez voir certaines de la communication gouvernementale que je connais très bien, que je respecte, les premières publications qu'ils ont faites avec cette image-là, avec l'interprétation qui a suivi. Vous voyez un peu, donc, et je crois qu'ils sont en train d'atteindre leur objectif parce que ceux qui en veulent maintenant à Guy Mitokwe surfent sur cette publication-là pour faire des reproches à Guy Mitokwe. Moi, je pense qu'au-delà de tout, au-delà de ce qu'il peut reprocher des choses à Guy Mitokwe également, lui aussi n'est pas sain. Dans ses prises de position, dans ses mouvements, il doit pouvoir se calmer un peu, temporiser et éviter un certain nombre de choses. Mais au-delà de tout, je crois qu'aller à une rencontre du chef de l'État n'est pas le problème. C'est maintenant comment est-ce qu'il va se comporter après qui compte. Bonjour Marc Goudjanon. Oui, bonjour Carole Laye, bonjour Laurent Antonin. Bonjour Marc Goudjanon. Bonjour à tous les amis téléspectateurs et auditeurs. Alors, je m'abstiens de demander les raisons de votre retard sur ce plateau ce matin. Allez-y, votre lecture de la rencontre d'hier du chef de l'État avec la jeunesse béninoise au palais de la Marina. Oui, je pense que seul le chef de l'État et l'équipe gouvernementale savent les raisons pour lesquelles ils ont décidé de rencontrer une partie de cette jeunesse-là. Et cette jeunesse, je dirais plutôt, cette jeunesse militante
au sein des partis politiques. Parce qu'il faut reconnaître que la plupart de ces jeunes qui sont partis, soit qu'ils sont du Bloc républicain, soit ils sont de l'UPR, ou bien soit ils sont démocrates, ou peut-être également d'autres partis sur l'échiquier national. Parce que j'ai vu une certaine ministre conseillère poster même une photo d'elle avec les représentants de son parti à la rencontre avec le chef de l'État. Et donc, c'est supposé que c'était une rencontre stratégique. Ce n'est pas une rencontre forcément pour pouvoir, je dirais, rencontrer une représentation véritable, d'accord, de cette jeunesse béninoise, non. C'était une rencontre avec des jeunes qui ont été bien sélectionnés, suivant peut-être leurs orientations politiques et autres. Ce ne sont pas des jeunes qui ont été choisis de façon, je dirais, imprévue, non. C'est des jeunes qui ont été porté la voix des autres jeunes béninois. Non, pas bon. Il y a une partie qui a porté la voix des jeunes béninois. Il y en a qui sont partis et qui ont été juste là-bas en tant que spectateurs, en tant que contemplateurs du chef de l'État, admirateurs également du chef de l'État. Et donc, on peut dire que c'est pourquoi je dis que tout le monde n'est pas allé. Tout le monde n'est pas allé dans tout le monde n'est pas allé dans la même objectif. Donc, pour le même objectif. Pour le même objectif. Voilà, pour le même objectif. Donc, comprenez que au moins ceux qui représentent cette partie je dirais, en griffe de ces jeunes-là qui ne se retrouvent pas dans les actions du gouvernement, par exemple, ou bien qui se sentent un peu lésés ou opprimés. Au moins quelques-uns de ces jeunes ont pu porter leur voix, c'est-à-dire les représentants du parti, les démocrates, qui ont soulevé un certain nombre de problèmes liés aux problèmes des jeunes. Je ne pense pas également que je veux quand même avoir la quintessence de cette rencontre pour pouvoir voir si effectivement d'autres jeunes qui ont été à cette rencontre ont pu soulever également ces points-là. Ça m'aurait réjoui, parce que quand on dit le chef de l'État a rencontré les jeunes du Bénin, quelques jeunes du Bénin, quels ont été les critères de sélection de ces jeunes? Bon, n'allez pas à des détails. Non, je m'interroge. Il a évité les détails. Je m'interroge. Donc, parce qu'on risque de faire sortir le diable. Donc, non, moi je m'interroge juste, je ne veux pas donner des détails. Quels ont été les critères de sélection? C'est pourquoi je disais tantôt que la plupart de ces jeunes qui ont été représentaient seulement des chapelles politiques, comme les démocrates qui ont été et qui représentaient. Une dizaine à peine. Une dizaine dans la multitude de la salle. Exactement, qui représentait quand même ce parti de l'opposition là, qui est vraiment minoritaire. C'est peut-être que ce n'est que le schéma de ce qui se passe à l'Assemblée où ils sont minoritaires également. Et donc, l'important, c'est qu'ils aient quand même, il y a cette frange-là qui a quand même eu le courage de pouvoir dire un certain nombre de problèmes liés à cette jeunesse-là, la précarité, le manque d'emploi, la loi sur l'embauche, également, en tout cas, la restriction au niveau des libertés et un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes qu'on a toujours dénoncés ici sur ce plateau. Donc, c'est une bonne rencontre pour ceux qui ont organisé la rencontre. Pour ceux qui ont organisé la rencontre, parce que c'est eux seuls qui savent les objectifs visés. Et la preuve, vous avez vu juste après la rencontre, l'objectif communicationnel qui a été mis en avant après cette sortie. Ça aurait été que ces jeunes, peut-être, c'est pourquoi moi je ne veux pas trop condamner Guy Mitokpe, le porte-parole des démocrates, dans sa posture d'accompagner, d'être l'accompagnateur de ces jeunes-là qui ont été sollicités. Parce que j'aurais voulu voir la posture des représentants, d'accord, du pouvoir ou le pouvoir en place, quand ces jeunes-là, des démocrates, n'auront pas été à cette rencontre-là. Quelle serait la communication qui serait donnée? C'est qu'on vous invite à une rencontre des jeunes avec le chef de l'État pour pouvoir partager peut-être vos doléances, vos inquiétudes avec le chef de l'État, pour pouvoir partager un repas avec le chef de l'État, bien sûr qu'ils n'ont pas été à ce repas-là. J'ai entendu Laurent lui rappeler tout à l'heure. Et donc, c'est-à-dire que l'objectif pour moi est juste stratégique. Les points qui ont été évoqués, par exemple, lors de cette rencontre, en ce qui concerne l'appel entre l'ancien chef d'État et le président Patrice Talon, c'est pour quelle utilité à cette rencontre-là? Je n'en trouve pas. C'est juste une douche de communication. C'est une communication. Sinon, politique. en réalité, avec vous? Une discussion avec les jeunes, qu'est-ce que ce débat vient faire là? Quel impact? Non, l'impact, c'est pourquoi j'ai dit. Bon, il a répondu, il a dit qu'il reste disponible. Oui, moi je me dis même que c'est ça encore l'autre problème des démocrates. Où le chef de l'État se prononce sur une question, d'accord, donnée en disant qu'il appelle l'ancien chef d'État, d'accord, et qu'il se parle. Et que déjà, vous, en tant que démocrate, vous venez répondre. C'est de cette réponse que les autres attendent. C'est cette réponse-là qu'ils attendent, justement. Parce que le chef de l'État n'a pas donné les détails. Il n'a pas donné le contenu de leur appel. Il a juste dit, on s'appelle, on se parle. On se voit. On se voit.
vous vous donnez les détails. Mieux, le porte-parole des démocrates qui était à cette rencontre, d'accord? Quand le chef de l'État a dit ça, j'aurais aimé entendre sa réponse. Parce que lui, il est porte-parole des démocrates. Ça veut dire que normalement, si l'ancien chef d'État, en tant que celui qui chapeaute le parti des démocrates, s'il recevait normalement les appels du chef de l'État, ou s'il s'écrivait, s'il se voyait, normalement, ça ne doit pas être un événement inconnu au parti. Ça veut dire que le porte-parole des démocrates devait déjà savoir cela, même avant d'être à cette rencontre. Ça veut dire que si c'est après la rencontre qu'ils essaient de répondre, moi je trouve que c'est peut-être bizarre, parce qu'il aurait déjà pu répondre à cela En même temps, au chef de l'État en disant oui, on sait, voilà, ça veut dire qu'il y a des choses, c'est pour attirer en réalité la conscience des jeunes, qu'ils soient démocrates de la mouvance. Le jeu politique est tellement stratégique parfois où même les acteurs qui sont au devant de la scène et qui jouent le rôle d'opposant ou le rôle peut-être de mouvancier sont dans des stratégies et dans des jeux politiques que vous ne maîtrisez pas et dont vous n'avez pas connaissance même en tant que militant de ces partis-là. Et il y a des discussions qui se font en coulisses dont vous n'aurez jamais le retour. Et c'est la preuve. Parce que s'il le savait et que le chef de l'État le disait, c'est lui qui allait déjà être le premier. Moi, je vois le porte-parole des démocrates, Guy Mitokpe, venir poster la réplique ou bien la réponse de l'ancien chef d'État, Boniaï, sur sa page. Elle dit, mais c'est quelle communication ça? Apparemment, vous avez encore du travail. Vous avez encore du travail. L'impact, c'est très sûr que le chef d'État est très content de sa sortie. Il a réussi. Il a réussi. Oui, il a réussi. Dans son coup magistral, il a réussi. Et peut-être qu'il y a d'autres classes également de la vie politique ou bien de la population béninoise qu'il va recevoir. Peut-être bientôt, peut-être recevoir les journalistes comme Roland Laurent-Tonnet peut-être à la présidence pour pouvoir discuter également avec eux. Pourquoi pas d'autres également, les médecins, d'autres classes encore, d'autres corporations ou bien peut-être les femmes. Recevra peut-être les femmes, d'accord, ou bien peut-être recevra également nos mères. Non, moi, je pense véritablement qu'au-delà de tout, je crois que Max soulève un problème très important. C'est-à-dire, les discussions entre les deux anciens chefs d'État, en réalité, ne devaient peut-être pas transparaître au cours de cette rencontre. Mais moi, je pense ça comme une manière de dire aux jeunes Guy Mitokpe, écoute, calme-toi, parce que si tu ne maîtrises pas correctement ce dont tu parles, tout ce qui se passe. Ouais. Et ça, c'est un problème déjà. Et j'ai toujours dit sur ce plateau que Guy Mitokpe doit suffisamment faire attention dans ses sorties, dans ses prises de position. Pourquoi? Parce que ce que certains n'ont pas le courage de dire, au vu de leur relation avec tel ou tel acteur politique, ils vont lui faire dire ces choses-là en tant que porte-parole de la chargé de communication du parti. Il va le dire, mais ça se retournera contre lui. Parce que quand vous parlez devant le chef d'État, vous posez des problèmes que le chef d'État vous dit, mais écoutez, mais votre patron et moi, on se parle, on s'appelle, on se voit. Maintenant, la réponse que Boniaï donne, c'est que oui, je l'ai appelé. La première fois, c'est pour libérer les jeunes. Après, le dernier appel, c'est pour Julien Kandé-Kansou. Et je crois que quelqu'un a commenté pour dire, le chef d'État n'est pas la justice. Il y a déjà un problème. Donc, dès lors que l'ancien président appelle son successeur, la moindre des choses, étant donné qu'il n'y a rien de tabou là, c'est de porter l'information à la connaissance du bureau politique. Et là, Guy Mitokpe, si j'étais avec Guy Mitokpe, le chef d'État dit, mais non, mais monsieur le président de la République, je sais qu'il vous a appelé, mais il a appelé dans tel contexte. C'est très simple. Mais sinon que c'est comme une humiliation pour le jeune pour dire, mais écoute, tu parles, mais ton patron et moi, on s'appelle, on se voit, on discute. Il y a déjà un problème. Je crois que véritablement, et c'est pour ça que j'ai toujours dit aux jeunes politiquement engagés, des fanatiques ou je ne sais quoi politique, que ce soit dans la mouvance BR, UP, le Renouveau, que ce soit dans Démocrate aujourd'hui, parce que c'est les partis les plus envieux aujourd'hui d'abord, je leur demande chaque fois de faire très attention dans leur prise de position, dans leur discours, parce que vous avez vu même, derrière même, j'ai vu, la salle était remplie de jeunes de UP, le Renouveau BR, c'est rempli d'activistes du gouvernement, les jeunes qui communiquent pour le gouvernement, et qui vous insultent d'ailleurs tous les matins, parce que quand ils ne sont pas d'accord avec vous, bien qu'ils viennent commenter les émissions pour vous insulter, vous traiter de tous les noms, c'est eux qui ont rempli la salle, et on a vu les images, parce que bizarrement, eux tous sont tentés ont réussi à faire photo avec tel ministre, ou tel secrétaire général, ou tel, donc ils ne se sont pas cachés, on connaît ceux qui sont partis, les jeunes de Clavi, je ne vais pas citer de nom, je les connais, la grande partie qui est partie. Donc, véritablement, il y a un but. Désormais, ces jeunes-là vont nous étouffer avec la communication politique. Il faut qu'on se prépare à supporter. Mais je pense, et je consiste sur le fait que, évidemment, aujourd'hui, c'est pas aller à la rencontre du chef d'État qui est déjà à critiquer, que les gens lâchent Guy Mitokpe et les jeunes du Parti démocrate. C'est déjà bien de participer à cette rencontre et de rappeler au chef de l'État les doléances qui sont les leurs. Maintenant, il quitte à voir qu'est-ce que le gouvernement fera de cette doléance. Une dernière question pour finir avec le sujet. Quelle influence possible sur le processus démocratique et la mobilisation des jeunes pour les élections prochaines ou générales de 2026? C'est une rencontre qui a eu lieu. Ça dépendra de la paix, de la gestion de l'après cette rencontre-là. Au-delà de tout, le chef de l'État rencontrera les députés bientôt, rencontrera certainement certains corps constitués de la nation également pour discuter. Donc, c'est la gestion de la communication après cette rencontre-là qui compte. Si vous gérez mal cette communication, c'est que les autres prendront le dessus. Déjà, j'ai rappelé que le gouvernement
a pris déjà l'avance en communiquant, en mettant Guy Mitop avec le chef de l'État en train de sourire. Et beaucoup de personnes qui n'ont pas compris la quintessence de cette rencontre n'ont commencé pas à jeter des pieds à Guy Mitop. Et déjà pour dire, j'ai vu même quelqu'un écrit, oui, donc c'est nous qui sommes en train de blaguer. Ah non, attention, donc ils se connaissent, ils se voient. Et déjà, même quand le chef aussi corrobore en disant, j'appelle l'autre, on s'appelle régulièrement, pour le demi-lettré ou l'illettré, en tout cas, l'analphabète en griffe, qui ne comprend pas à proprement parler certaines choses politiquement parlant, il va prendre position pour dire, mais écoutez, ces gens-là se foutent de nous, et c'est pour ça que j'irai voter, je n'irai pas voter. Donc ça dépend de la manière dont le Parti des démocrates et les partis d'opposition également vont gérer la communication. C'est ça qui, forcément, va permettre de travailler à la mobilisation des électeurs. Autrement, c'est-à-dire que le gouvernement va organiser ces rencontres, va surfer sur la communication pour convaincre les indécis pour d'écouter. Ne les regardez pas, on est ensemble. Et essayez de voir peut-être ce qui va se passer le 1er août si prochain. La rencontre entre le chef de l'État et les députés qui doivent se rendre en couple. Bon, si ça arrive à être confirmé, en couple, on verra bien. Est-ce que ceux qui ont des femmes iront là-bas avec des femmes? On attend de voir. Marc Goudjano. Non, on n'a plus rien à dire sur le sujet. Nous allons aborder un autre sujet sur ce plateau. Nous restons toujours dans le registre quand même une dose d'humour en réalité. Politique. Parce que... on n'a pas pu s'empêcher. On n'a pas pu s'empêcher. Vous nous avez fait sourire sur ce plateau. Ah oui, au-delà de sourire, même rire. Hein. Sourions quand même. Voilà, 25 millions à verser par chaque duo présidentiel. De quoi avoir des garanties avant de s'engager. C'est une autre information dont nous parle le quotidien Dynamisme Info. Alors, 25 millions. 25 millions, c'est pas beaucoup d'argent. C'est pas beaucoup d'argent. Pour quelqu'un qui veut diriger le pays, s'il ne vient pas se servir, si c'est pour servir véritablement 25 millions en réalité, il a dit à ça. Bon, à proprement parler, c'est vrai qu'on doit pouvoir donner la chance au dernier béninois s'il aspire à gouverner d'être candidat. Hein. C'est vrai que ce n'était pas 25 millions, je crois que c'était 10 ou 15 millions. On a monté ça à 25 millions. Est-ce que oui? Le débat a eu lieu où les gens disaient non, attendez, 25 millions c'est trop. Je crois que non, il faut permettre aux derniers de citoyens qui ont envie d'être président de venir être président sans pouvoir déposer une caution. Bon. Moi, je pense véritablement qu'il faut quand même déposer une caution. Et pour moi, les 25 millions, pour autant, ce n'est pas élevé. Et si vous voulez diriger le pays et que vous devez gérer 3 000 milliards de budget et que vous êtes incapable de déposer 25 millions comme caution, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème parce qu'il faut que vous sachiez déjà dépenser l'argent avant de pouvoir espérer gérer nos milliards. Vous ne savez même pas gérer 1 milliard, 25 millions, 1 million. Et c'est vous qui voulez être président pour gérer 3 milliards de budget. Je pense que oui, c'est pas méchant. Hein, même si les gens pensent que non, c'est trop. Moi, je pense que ce n'est pas trop. C'est vrai que ce qu'on combattait, c'est que les gens disent qu'on voulait aller à 50 millions. Pour moi, c'était déjà un peu trop. Au-delà de tout, mais 25 millions, c'est quand même... Vous trouvez que c'est raisonnable? C'est raisonnable et il faut quand même que ceux qui... D'ailleurs, vous avez vu, il y a un autre candidat qui s'est déclaré hier nuit encore. Mohamed... Kabirou, Issa Djibril, qui a fait un discours quand même assez accrochant. Hein. Moi, j'ai été interpellé par quelqu'un de la diaspora hier nuit, autour d'1h du matin, qui me dit, mais Mohamed Kabirou Djibril, c'est qui encore celui-là? Je ne savais même pas. Donc, il m'a dit, bon, va sur telle plateforme, je suis allé voir. Donc, tout cela doit pouvoir savoir que oui, pour être candidat, il faut quand même nous déposer 25 millions d'abord comme caution. Mais il y a les conditions qui accompagnent. Oui, 25 millions, et puis parrainage, et puis tout ce que vous avez. Bon, et quand vous n'obtenez pas les 10%? Oui, il y a un seuil pour que vous puissiez avoir quand vous retournez vos sous après. Voilà. Hein, oui, mais si vous savez que vous ne pouvez pas avoir au moins 5% que vous vous lancez dans la bataille, c'est votre problème. L'argent qu'on servira à construire des salles de classe. C'est vrai que tout citoyen, normalement, en âge d'être candidat comme moi, peut normalement déposer sa candidature. Oui, je suis présidentiable. Hein. Donc, tout candidat normal comme moi, normalement, a normalement cette capacité-là, ou bien cette ambition hein, de pouvoir être candidat à la présidentielle. C'est vrai que, néanmoins, on ne peut pas permettre à tout le monde de pouvoir... Vous avez vu, même avec la réforme du système partisan, qui est dans une dynamique d'abord de limitation des partis, ou des partis qui n'ont pas vraiment de base assez solide. Et donc, c'est normal que ça puisse aboutir également à des candidats qui ont vraiment cette capacité-là, cette possibilité de pouvoir se présenter et non assister à des plaisantins, puisqu'on parle d'abord du duo présidentiel, ce qui est bien et qui ne change pas, selon moi, beaucoup de choses par rapport aux conditions, aux anciennes conditions, qui est en réalité de 15 millions pour le candidat. Et quand c'est de 15 millions et que vous prenez 25 millions pour un duo, ça revient à 12 500 000.
d'accord, ça revient à 12 500 000, ça veut dire que ça s'est diminué encore, d'accord, pour les présidentielles ou bien pour ces futurs candidats aux élections présidentielles. Et donc, je pense que les spécialistes en la matière ont bien pensé de pouvoir mettre la barre à ce niveau-là, quand même, pour pouvoir permettre, même si on a vu ailleurs dans d'autres pays où même la caution a été payée par les militants de certains partis. D'accord. Et donc, ça suppose également, même je me rappelle qu'en 2016, il y avait un certain nombre de militants qui avaient même cotisé pour le président Patrice Talon. Et donc, quand je fais cette analyse, je me dis, même si vous êtes candidat, par exemple, c'est supposé que vous avez des militants qui ont suscité votre candidature ou vous vous êtes vu capable de pouvoir aller au présidentiel. Et donc, en se basant sur votre parti et sur la base des militants que vous avez derrière vous, même si vous n'avez pas vous-même personnellement cette capacité-là de pouvoir payer cette caution-là, si éventuellement vous êtes un véritable candidat et que les militants vous soutiennent réellement, il suffit juste que les militants eux-mêmes, à leur niveau, lancent une cotisation pour que vous arriviez quand même à rassembler les 25 millions dont on parle pour le duo présidentiel. Est-ce que cela garantit le sérieux des candidats? Non, 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 ne dites pas ça. Pas du tout. Ça garantit le sérieux, ne dites pas ça. Ailleurs, dans d'autres pays, la plupart des candidats sont soutenus en réalité par les militants ou bien certains grands électeurs. Et donc, ce n'est pas nouveau. Hein. Ce n'est pas nouveau que le candidat même n'ait pas assez de ressources financières suffisantes pour pouvoir aller aux élections présidentielles. Mais il incarne peut-être cette représentation, cette personne que la plupart de la classe de la jeunesse a toujours souhaité. Et donc, ces militants peuvent le porter et décider même de cotiser pour lui pour pouvoir le soutenir. Cotiser pour lui, pas non seulement pour payer la caution, mais également pour la campagne électorale. Et donc, si les candidats aujourd'hui qui pensent qu'ils veulent aller aux élections présidentielles, s'ils pensent qu'ils n'ont pas les moyens, ils peuvent solliciter l'aide de leurs militants s'ils ont vraiment des militants derrière eux. Hein. Parce que quand vous prenez un nombre qui est exigé, par exemple, vous avez peut-être 10 000 militants, 20 000 militants, par exemple, pour pouvoir réunir 25 millions, c'est rien. Hein. C'est rien pour eux. Et donc, si vous n'arrivez pas à avoir un certain nombre de minimums au niveau de votre électorat, au niveau de vos sympathisants, et qui puissent quand même vous aider à pouvoir réunir le maximum de sous pour pouvoir déposer la caution, le minimum, c'est que vous restez chez vous et que vous soyez leader dans votre foyer. Roland Tonelli, est-ce que cela assure le sérieux des candidats selon vous? Qu'est-ce qui assure les 25 millions, le cautionnement? Non, ce n'est pas ça qui assure le sérieux d'un candidat ou autre. C'est que déjà, c'est-à-dire qu'un candidat remplit les conditions pour être une personne remplit les conditions pour être candidat, ça ne veut pas dire forcément qu'il soit sérieux. On a vu des gens qui nous ont promis qu'ils viendront servir, mais une fois au pouvoir, se sont servis allègrement. Donc, ce n'est pas parce qu'il a payé 25 millions qu'il faut dire qu'il viendra se comporter comme l'apôtre Paul ou l'apôtre Jean, ou je sais quoi, hein, ou comme un Saint Laurent ou bien Saint Marc d'Aquin. Non, évidemment pas. Il faut peut-être que c'est des conditions qu'on a fixées et n'importe qui remplit ces conditions peut être candidat. Mais dans le sérieux dépend aussi de sa vision, de sa compréhension du pouvoir d'État. Parce que quand je suis, hein, je ne le connais pas, Mohamed Kabirou, Djibril Issa, le dernier candidat, a déclaré hier nuit dans son discours, il disait que je viens pour servir et non me servir. Donc, en réalité, c'est l'idéal qu'on recherche chez nos dirigeants. Venir servir et non se servir. Mais malheureusement, combien sont-ils à venir servir et non se servir? C'est ça le véritable nom. D'ailleurs, même parfois, les gens considèrent que c'est pour ça que peut-être il faut être aussi d'accord avec ceux qui ont déposé des cautions et autres là, parce que quand ils viennent comme ça, c'est comme s'ils veulent faire, ils dépensent de l'argent, ils veulent faire un retour sur investissement. L'argent qu'ils ont dépensé aux populations, le fait de tout l'acheter, les paquets de ciment donnés, et autres là, ils veulent faire un retour sur investissement. Ils font de la gestion d'État, en tout cas une entreprise, une gestion de la gestion de l'entreprise, autant de choses qu'on peut reprocher. Donc, ce n'est pas les 25 millions qui font d'un candidat qu'il est sérieux ou pas, ce n'est pas, c'est le fait que lui-même soit conscient de l'enjeu, qu'ils comprennent qu'ils viennent pour servir et non se servir, c'est très important. Donc, véritablement, à proprement parler, autant qu'ils sont candidats aujourd'hui déclarés ou non, ce n'est pas payer les 25 millions de caution entre duo de candidature qui va montrer si, comment on va appeler, Daniel Eda est sérieux ou pas. Ce n'est pas ça qui va permettre de savoir si véritablement, qui d'autre a fait sa déclaration. Je les oublie. Hein. Parce que si vous avez même déjà le minimum que vous pouvez avoir, hein, moi je dis si vous voulez aller aux élections et que vous n'avez même pas 25 000 militants, ce n'est pas la peine. 25 000 militants, c'est le minimum, c'est-à-dire c'est le tout petit que l'État, en tout cas, je ne dirais pas que le droit vous exige, hein, mais vous devez avoir au moins 20, quand vous avez au moins 25 000 militants, ça veut dire que si chaque militant cotisait 1 000 francs pour vous, vous pourrez déjà déposer votre duo de candidature. Vous comprenez? Et donc, pour pouvoir aller au jeu politique, surtout à une élection présidentielle, attendez, 25 000 militants, ça c'est rien.
c'est tout petit. Ça, c'est peut-être Le problème, aux acclamations de Calavi seulement. Le problème, c'est que vous aurez les 25 000 militants. C'est pas ça. Malheureusement, je dis c'est un peu ça. Non, si c'est réellement de vrais militants, Oui, cotiser 25 000 pour vous. Je ne parle pas des marchandeurs politiques. Hein. Je ne parle pas de ça non plus. Je parle de ce que oui, vous donnez 25 000 militants et qui peut vous donner chacun 1000 francs. 1000 francs. Mais il faut maintenant, il faut aller chercher à avoir les parrainages. Oui, il faut aller chercher à avoir. Donc sans parrainage, vous avez beau faire d'avoir même. Les exigences du code. Non, actuellement, le débat, ça se pose au niveau des 25 millions. Et puis, quand on ira sur le débat des autres conditions, on va en parler également. Donc, je parle que des 25 millions. Donc, voilà, un dernier sujet pour boucler la page analyse de ce matin. Boni Yayi, candidat aux législatives de 2026. C'est une interrogation à laquelle le député LD Woro Kubu, voilà, a répondu. Alors, quelle est votre appréciation? Bon, je pense que... Est-ce qu'il manque assez de ressources humaines de qualité au sein du parti? Politiquement, je pense que l'ancien chef d'État, Boni Yayi, a déjà tout donné. Politiquement parlant, je ne sais pas ce qu'il ira encore chercher à l'Assemblée nationale. Le parti Les Démocrates regorge d'assez de jeunes et de militants qui ont vraiment cette capacité-là de pouvoir aller défendre, d'accord, la cause des Béninois au sein de l'hémicycle. S'ils n'en ont pas, donc ce n'est pas la peine que le parti existe. Que le parti existe. Donc, on ne va pas toujours prendre les mêmes et recommencer. C'est pourquoi, même dans le débat politique aujourd'hui, les gens en ont marre de pouvoir entendre la guerre Boni Yayi Talon. Tout le monde en a marre. Et les gens ont vraiment besoin en tout cas, d'un nouveau visage, d'accord, d'un nouvel élan, d'un nouveau cadre qui puisse quand même essayer d'apporter un plus, d'accord, au problème des Béninois. Et donc, même au niveau de l'Assemblée nationale où certains débats très importants se font, Boni Yayi serait une figure de trop, je pense. Il a déjà fait son temps. Il a déjà fait tout ce qu'il peut faire. La seule chose qu'il peut faire encore, c'est un peu comme les Amoussou Bruno, aller rester dans l'ombre pour travailler avec les jeunes, les soutenir au moment opportun, quand il le peut. Mais venir à l'Assemblée, ce n'est plus son rôle. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, réellement, avoir à la constitution du parti politique et les démocrates, sans Yayi Boni, ce parti existe? Je ne sais pas, si vous suivez même mon développement, je disais tantôt qu'il y a plusieurs autres manières de participer à la vie d'un parti politique. Ce n'est pas seulement en allant peut-être à l'Assemblée nationale que vous participez. Amoussou Bruno va encore à l'Assemblée nationale. Il s'est fait Dieu donner Soglo va à l'Assemblée nationale. Soglo, c'est 94 ans. Amoussou Bruno, c'est 43 ans. Boni Yayi, c'est 73 ans. Et donc, c'est pas de la même génération. Boni Yayi a été président pendant 10 ans. Soyons honnêtement parlant. Non, ce n'est pas pour donner caution à Boni Yayi. Si le parti regorge d'assez de cadres, d'assez de jeunes, et que l'on n'arrive pas à choisir, à mettre ces jeunes-là au niveau des listes, et qu'on va... D'abord, son fils n'est pas là. Alors, il a son fils qui est encore jeune, d'accord, qui est encore jeune, et qui est un jeune politicien, par exemple. Si j'aurais même compris qu'on puisse même mettre son fils, d'accord, à une tête de liste ou quelque part dans une circonscription électorale, que de voir le papa. Bon, il y a même là déjà reconnu que normalement, le rôle qu'il peut jouer, c'est d'être un guide, d'accord, un guide au niveau de son parti, ou à défaut d'être un pasteur ou un chantre, d'accord, au niveau de l'aspect spirituel. Et donc, mis à part cela, aller à l'Assemblée, je pense que ce serait... De trop. Roland, je pense que oui, véritablement, quand on doit considérer les choses à proprement parler, c'est que oui, Boni Yayi n'a pas forcément besoin d'être candidat en 2026 pour les législatives, pour continuer à jouer son rôle d'acteur politique. Mais malheureusement, oui, la bipolarisation comment vous appelez, de la classe politique du Boni Yayi, Patrice Talon, que nous chantons depuis 2006, il faut préciser, ça commence par saouler. Il faut avoir le courage de le dire. Et donc, oui, quand on regarde tout ça, on a envie d'avoir une élection sans trop l'implication de Boni Yayi et de Patrice Talon. Puisque Patrice Talon est au pouvoir, aura son implication du côté de la mouvance, c'est que Boni Yayi estime que c'est sa présence au sein du Parti des démocrates qui pourra aussi contribuer à faire affronter véritablement la machine Patrice Talon. Sauf que, oui, dans le choix des démocrates de faire de Patrice Talon un candidat, je crois que, par exemple, Boni Yayi est un candidat pour les législatives, je crois, selon certaines indiscrétions, c'est de le faire candidat tête de liste dans la 8e circonscription électorale, là où il a déjà fait échouer le professeur titulaire, faire en sorte qu'il soit encore candidat là pour rafler et ratisser l'âge au point où... Les vrais professeurs titulaires ne seront pas contents de vous. Bon, de toute façon, le professeur titulaire... vous voulez quoi, honoraire ou je ne sais quoi, ou bien, de toute façon, on ne va pas aller dans ce détail, mais j'estime que, je pense, en fait, selon les instructions que moi j'ai eues, c'est qu'il serait tête de liste dans cette région-là pour ratisser l'âge et empêcher davantage le retour au Parlement du professeur titulaire de Parakou, et puis faire en sorte que la question des 20%, en fait, les démocrates sont dans une logique, positionner certaines figures clés
tête de proue, en tout cas, figure de proue, pardon, dans certaines localités, pour empêcher que, même en cas d'accord de gouvernance, que les autres partis de la mouvance, l'UP, le Renouveau, le BR, n'arrivent pas à avoir les 20%. Donc, c'est dans cette optique qu'ils ont voulu que Boni Yayi soit candidat dans le 8e. Parce qu'ils savent que si lui, les candidats étant de Tchaoro, Parakou et environ, c'est que ça va leur permettre de ratisser vraiment toute la zone. Et déjà, même si les autres arrivent à avoir les 20% partout, même avec leur accord de gouvernance, c'est que là, ils pourront faire... C'est une stratégie politique. Et puis, après tout, moi, je pense que, et j'ose croire que l'ancien chef d'État ne fera pas quand même cette scène d'aller au Parlement. Je suis sûr qu'après l'élection, il laissera sa place à son suppléant. Ce sera une très bonne image qu'il fasse ça comme ça. Déjà, pour qu'il soit candidat, on n'est pas trop d'accord, parce que pour moi, ça va toujours contribuer, parce que si les candidats, vous imaginez Boni Yayi candidat à Tchaourou, et puis dans la tête de liste 8e, et puis après, ils arrivent à avoir les 20% dans 22 circonscriptions électorales, et que, compte tenu des 20% dans les 24, ils n'arrivent pas à avoir ça, on les disqualifie. Imaginez ce que ça peut créer. Ça peut créer, parce qu'il s'agira de Boni Yayi, ancien chef d'État, qui continue d'avoir l'estime de certaines parties, d'une partie de la population. Donc, pour ça, rien que pour ça, on peut ne pas être d'accord, mais je pense qu'ils sont dans leur stratégie politique. Si ça peut leur payer, et puis après, ça peut empêcher les troubles, les violences, les guerres politiques, je crois qu'il va falloir travailler sur ce terrain, sur ce volet-là, levier-là, pour nous éviter les troubles qui pourraient en découler.